Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Merci d'être avec nous ce matin à l'écoute de Sud Radio. Il fait chaud chez vous, comme chez nous évidemment. Alors avant de démarrer notre séquence Vos animaux et vous consacrée à l'ophtalmologie vétérinaire en compagnie du docteur Laurent Boina qui est vétérinaire spécialiste en ophtalmologie. Bonjour Laurent. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va essayer Laurent de nous donner peut-être quelques conseils un petit peu pratiques à nos auditeurs pour faire en sorte que leurs animaux vivent au mieux ces heures de très très forte chaleur. Quelles sont les précautions à prendre avec nos chiens, nos chats ? Alors c'est vrai qu'en ce moment il faut faire très attention. C'est des conseils assez logiques. Finalement, il faut qu'ils aient toujours de l'eau à disposition, de l'eau fraîche, ça c'est très important. Éviter de les laisser trop longtemps dans les heures entre midi et 4 heures, les heures les plus chaudes dehors. Éviter l'exercice, même à l'ombre parfois, parce que là en ce moment même à l'ombre il fait très chaud. En ce moment on a du mal quand même, ils auront du mal à ventiler normalement, même en étant à l'ombre, tellement la température est élevée. Alors ils ventilent en haletant, mais très souvent ils ont beau halter, si la température monte, leur température monte aussi et il y a des risques. Des risques graves pour leur santé. Donc toujours de l'eau et puis ne pas hésiter à les mouiller si vraiment ils ont très 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 chaud. Et une règle très importante, c'est ne jamais les laisser dans la voiture seuls, même avec les fenêtres ouvertes. Oui. Il y a beaucoup encore d'accidents avec ça. C'est vrai qu'on le répète chaque année, mais ça arrive encore. Ça arrive encore. Tout le temps, y compris avec des enfants. D'ailleurs, ce sont les mêmes règles d'usage. En ce moment, les voitures sont des fournaises et on ne laisse personne, aucun être vivant à l'intérieur d'une voiture en ce moment, si la voiture est à l'arrêt et que évidemment la température peut augmenter énormément. On adapte un petit peu peut-être leur alimentation aussi en favorisant l'alimentation humide. Oui, voilà, tout ce qui est humide, tout ce qui leur permet de s'hydrater. De s'hydrater tout au long de la journée. Tout à fait. Et puis on surveille les plus fragiles, ceux qui ont une pathologie connue, les plus âgés. On fait en sorte de les bichonner en particulier, parce que c'est vrai que ces heures de très très forte chaleur sont aussi difficiles à vivre pour eux que pour nous. Alors Laurent, je ne vous avais pas invité pour parler de la canicule, même si ce sujet évidemment est au cœur de l'actualité en ce moment. Nous sommes là pour parler ensemble d'ophtalmologie vétérinaire, parce que oui, c'est bien une discipline qui est aujourd'hui une discipline extrêmement pointue, au même titre qu'elle existe chez nous, êtres humains. Exactement, les techniques, tout ce qui permet de diagnostiquer, c'est beaucoup développé les dernières années, et donc on peut pratiquer quasiment la même chose que chez l'homme. Alors avant de voir avec vous toutes les corrections possibles par rapport à la vision de nos animaux, déjà, comment voient-ils le monde qui les entoure ? Quelles sont les caractéristiques de leur vision ? On va parler principalement des chiens et des chats, évidemment. Alors, chez le chien et le chat, la vision est en couleur déjà, parce que souvent il y a une idée reçue comme quoi ils voient en noir et blanc. Non, les chiens et les chats voient en couleur. Par comme contre, nous. Les mêmes pas couleurs exactement. que nous ? Non, c'est différent. Ils ont des teintes beaucoup plus pastel. D'accord. Leur monde est un peu plus morne que le nôtre. Ils voient un peu moins bien les couleurs. Leur spectre est moins large. C'est-à-dire que par exemple, ils perçoivent moins dans le rouge. Donc leur spectre va être plus dans les bleus, le studio Sud Radio qui est tout rouge, pour eux, là, ils le verront pas. Ils le verront pas aussi bien. Un peu comme des gens daltoniens. D'accord. On peut comparer à ça. Et on dit souvent qu'ils ont une bonne vision nocturne, notamment les chats. Est-ce que c'est exact, ça ? Oui, c'est vrai. Ils ont besoin de beaucoup moins de lumière que nous pour voir. Et en particulier, donc c'est pour ça que les chats voient la nuit. Enfin, la nuit, pas totale, bien sûr. Il faut qu'il y ait un minimum de lumière. Un filet de lumière leur permet de percevoir beaucoup. Et c'est pour ça que dans une chambre, dans le noir, les chats se comportent bien. Avec très peu de lumière, ils amplifient et ils peuvent amplifier 7 fois la lumière par rapport à nous. Et dans le noir, on a l'impression que leurs yeux sont un peu phosphorescents. Comment on explique cette caractéristique ? Alors ça s'explique par le fait que dans le noir, la pupille se dilate. C'est assez logique, comme nous. Et la deuxième raison, c'est que les chats, comme les chiens, ont ce qu'on appelle un tapis, c'est-à-dire une zone qui réfléchit la lumière. C'est comme un miroir au fond de l'œil, au niveau de leur rétine. Que nous, nous n'avons pas ? Que nous n'avons pas. Nous n'avons pas ce tapis, ce miroir. Et du coup, lorsqu'il y a un petit peu de lumière dans le noir, cette lumière se reflète
dans ce miroir, dans ce tapis, qui fait que on a cet aspect très phosphorescent caractéristique. Et il y a une autre caractéristique aussi qui les différencie de nous, c'est le fait que leurs pupilles peuvent se dilater énormément. C'est moins vrai chez nous, êtres humains. Ça sert à quoi et comment on explique ce phénomène ? Alors, cette pupille qui se contracte et qui se dilate, c'est comme un diaphragme. Ça permet de laisser entrer la lumière lorsqu'il y en a peu. Du coup, lorsqu'il y a peu de lumière, la pupille se dilate pour laisser rentrer beaucoup de lumière. Et chez les chats et les chiens, c'est vrai que ça se dilate plus que chez nous. C'est une adaptation au peu de lumière, justement, pour laisser rentrer plus de lumière que nous. L'ophtalmologie vétérinaire s'est donc énormément développée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les propriétaires de chiens et de chats sont soucieux que leur animal voit correctement ? Oui, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, comme toute la médecine vétérinaire. C'est vrai que le chien, le chat fait partie maintenant intégrante de la famille, ce qui était peut-être moins le cas il y a 20 ou 30 ans. Et du coup, les soins se développent comme pour l'enfant, comme les enfants de la famille. On va donner bien sûr la parole aux auditeurs de Sud Radio ce matin. Si vous avez des questions à nous poser sur votre chien, sur votre chat, si vous souhaitez interroger le docteur Laurent Boina, eh bien c'est l'endroit et c'est le moment. 0826 300 300. C'est Aude qui vous accueille au standard. Et nous allons prendre un premier auditeur qui s'appelle Gaspard. Bonjour Gaspard. Oui, bonjour Natacha, bonjour au docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous Gaspard. Vous nous appelez d'où Gaspard ? Eh bien écoutez, je vous appelle de Toulouse. Oui. Oh là, il doit faire chaud chez vous. Oui, ben écoutez, on est habitué. Hein. Oui, c'est vrai. De tempérament d'ailleurs aussi. C'est pas faux ça, c'est pas faux. C'est bien dit Gaspard. Oui, alors, si vous voulez, par rapport aux différents aspects, notamment héréditaires et notamment immunitaires, quels sont les signaux faibles qui permettent aux propriétaires de nos chats et de nos chiens d'anticiper un grave problème, et je suis persuadé que votre vétérinaire ici présent va nous donner des précisions. Ah ben c'est sûr, parce que c'est vraiment l'homme de l'art en la matière. Laurent Boina, comment on perçoit en fait soit une pathologie naissante liée aux yeux de nos animaux, ou alors, peut-être, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers, liés par exemple à la race, qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille en disant, tiens, là, il faut qu'on fasse attention? Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ophtalmologie, il y a beaucoup de choses qui sont visibles à l'extérieur par les propriétaires. Donc, vous allez voir vous-même beaucoup de choses. Par exemple, un œil qui pleure, un œil qui est rouge, un œil avec des sécrétions, ou un animal qui va se cogner. Voilà autant de signes qui sont très visibles et qui sont les signes précurseurs d'une éventuelle maladie et qui doivent vous inciter à vous poser la question et peut-être à consulter. Et après, comment on se rend compte, par exemple, qu'il peut y avoir une perte de vision ou une douleur aussi sur l'œil, parce que certaines pathologies entraînent des douleurs et c'est pas forcément hyper perceptible pour le propriétaire. Souvent, alors des fois il y a des choses qui peuvent passer inaperçues, mais souvent on perçoit. Par exemple, la douleur va se traduire par un spasme des paupières, c'est-à-dire une contraction des paupières, l'œil qui se ferme beaucoup. D'accord. Ça, c'est un signe de douleur, avec l'œil qui pleure. Oui. Si l'œil est fermé et que l'œil pleure, c'est qu'a priori il y a une douleur. Okay. Après, par rapport à la vision, c'est souvent un animal qui va changer de comportement, qui va des fois même devenir agressif, parce qu'il va moins voir autour de lui. Et dans les stades les plus avancés, l'animal va se cogner, et donc c'est très visible, un animal qui ne voit plus. Et au début de ce changement de capacité visuelle, ils ont quand même une vraie capacité à s'adapter justement à un environnement qu'ils perçoivent moins bien. Ils ont une capacité d'adaptation qui est énorme par rapport à nous. C'est vrai qu'un chien aveugle ou quasi aveugle va beaucoup mieux se comporter, et un chat aussi, beaucoup mieux se comporter qu'un homme aveugle, parce qu'il développe des sens qui sont parfois incroyables. Hein. L'ouïe, l'odorat, le toucher, pour compenser. Pour compléter la question de Gaspard, est-ce qu'il y a des prédispositions raciales pour certaines affections qui vont toucher les yeux de nos animaux ? Oui, il y a des races très connues pour certaines pathologies, comme par exemple les ulcères de cornée, donc les trous dans la cornée chez les chiens qui ont les yeux globuleux. Donc c'est tout ce qui est carlin, shih tzu, pékinois, bulldog français, bulldog anglais. Voilà, les 5 races. C'est lié à quoi ? Est-ce que c'est lié au fait que leurs yeux sont peut-être plus prédominants sur la face, en fait. Et du coup, ils sont moins bien protégés. Oui. Il y a moins de larmes qui protègent.
protège Oui. l'œil, et ils sont donc plus sensibles au choc aussi, à la sécheresse ambiante, à la poussière, à tout ce qui est extérieur. Il y a d'autres races qui sont connues pour être sensibles des yeux? Alors là, donc on parlait des ulcères. Après, il y a des cataractes, par exemple, chez les caniches, c'est bien connu, chez les York, des glaucomes chez les cockers, par exemple, les terriers qui ont des luxations du cristallin, c'est la lentille à l'intérieur de l'œil qui bouge, et des dégénérescences de rétine qui conduisent aussi à des cécités, donc une perte de la vision chez le caniche, chez le cocker. En fait, toutes les pathologies que vous nous citez là, ce sont vraiment des maladies qu'on connaît très bien, nous, êtres humains, donc qui souffrent des mêmes choses que nous. Tout à fait. Gaspard, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Écoutez, ça a été très clair et je suis très sensible à ces bonnes informations. Eh bien, un grand merci Gaspard. Protégez-vous de la chaleur, restez à l'intérieur, regardez le match de rugby tout à l'heure et on vous souhaite un bon après-midi et une bonne journée. Au revoir Merci Gaspard. On va donner la parole maintenant à Elodia. Bonjour Elodia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aviez une question concernant votre chien, je crois qu'il s'agit d'un petit Jack Russell. Tout à fait. On vous écoute. Il a 10 ans et en fait, il a la cataracte actuellement. D'accord. Donc là, actuellement, les vétérinaires m'ont préconisé une opération parce qu'on a déjà essayé plusieurs méthodes avec des gouttes et médicamenteuses pour essayer de faire partir au début de la maladie, on va dire. Oui. Et en fait, maintenant, ils préconisent une opération, mais franchement, c'est hyper cher. C'est à 1 500 € l'opération plus les soins après. Oui. Alors, Laurent Boina, avant d'essayer peut-être d'apporter des informations à Elodia, déjà pouvez-vous nous réexpliquer ce qu'est la cataracte ? Alors la cataracte, c'est l'opacification du cristallin. Le cristallin, c'est une lentille à l'intérieur de l'œil qui est transparente, comme chez nous, comme chez l'homme, et qui, chez le chien, comme chez votre terrier, madame, peut s'opacifier et du coup empêcher les images de rentrer à l'intérieur de l'œil et conduisent donc à une perte de la vision. En gros, c'est comme si on avait un mur dans l'œil là qui empêche les informations de comme un voile pénétrer. ou un cache devant l'œil qui empêche les images de rentrer. Et quand elle est très développée, ça se visualise très bien. Oui, vous le voyez souvent dans la rue, ces chiens avec les yeux blancs, voilà, c'est souvent une cataracte, donc ça se voit assez bien extérieurement, oui. Ça concerne les chiens et les chats ? C'est beaucoup plus les chiens. Les chats ont aussi des cataractes, mais c'est beaucoup plus rare. Et alors, donc Elodia, on a d'abord essayé de traiter son Jack Russell avec des médicaments. Les médicaments peuvent aider dans la gestion de la cataracte. De quel type de traitement s'agit-il ? Alors, il y a des vitamines, entre guillemets, qui rentrent dans le métabolisme du cristallin, qui sont proposées, donc soit par voie orale, soit en gouttes, comme chez l'homme d'ailleurs, mais qui sont utilisées de façon un peu empirique, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité. D'accord. On pense que ça pourrait marcher, donc c'est vrai qu'on peut parfois le prescrire, mais ça peut ralentir, mais ça ne va pas stopper une cataracte. Vous, Elodia, est-ce que vous avez vu, a priori non, vous n'avez pas trop vu d'amélioration avec ces médicaments ? Non, on voit bien un voile en fait à la lumière. On voit qu'il y a un voile en fait sur l'œil, ça fait même tout blanc dessus. Et du coup, non, même des fois quand on l'appelle, on voit qu'il cherche d'où ça vient. Il cherche d'où ça vient. De moins en moins. Okay. Oui, ça le gêne dans son quotidien ? Oui, ben, même quand je l'appelle à la maison, par exemple, pour ne serait-ce qu'aller faire la balade, on voit qu'il se repère à l'ouïe et non plus, évidemment, trop à la vue. Quoi. Ouais, Laurent Boina, l'opération dont nous parle Elodia pour son petit Jack Russell, elle consiste en quoi ? Alors, c'est une chirurgie qui consiste à retirer le cristallin, qui est opaque, pour redonner de la transparence et mettre un cristallin artificiel à la place, comme chez l'homme. D'accord. Et le cristallin artificiel, il est nécessaire parce que les animaux, ils n'ont pas besoin de... Vous voyez, nous, on a besoin de lire, eux, ils ont juste besoin de voir. Ils ont peut-être besoin de moins de technicité, entre guillemets, dans l'œil. C'est vrai que, comme ils ne lisent pas, qu'ils ne conduisent pas, comme vous le dites, l'objectif n'est pas le même. On veut surtout que le chien ait un confort, qu'il ne se cogne pas. Donc c'est vrai que le cristallin est facultatif. Et moi, en consultation, je vois des chiens que j'ai opérés qui attrapent parfois des balles en l'air, même sans cristallin artificiel. D'accord. Alors, Elodia nous a appelé pour nous dire, voilà, il y a cette opération, mais ça coûte cher. 1 500 €, c'est le prix qu'on lui a annoncé. Ça vous paraît cohérent comme tarif ? Oui, c'est ces prix-là, à peu près. Et alors, c'est vrai que c'est cher. Et comment on justifie un tel prix ? Parce que c'est vrai qu'on faire opérer son chien avec 1 500 € de facture et puis la suite aussi du traitement, c'est lourd.
C'est lourd, mais c'est malheureusement le prix parce que il y a cette technique que je vous ai décrite nécessite du matériel qui est très onéreux, comme chez l'homme d'ailleurs. C'est le même matériel. Oui. Alors chez l'homme, on s'en rend pas compte parce qu'on a la sécurité sociale et on l'a pas chez l'animal. Mais chez l'animal, il existe des assurances qui peuvent prendre en charge ce genre d'opération. Qui prennent en charge les cataractes. D'accord. Tout à fait. Mais ça, il faut l'avoir souscrit. Il faut l'avoir fait avant. Eh oui, exactement. parce que là, dans le cas vous n'aviez pas d'assurance, Elodia. Non, j'avais pas. Donc maintenant, c'est trop tard, évidemment. Donc ça, c'est une première piste qui est trop tard. Ouais. Deuxième possibilité, c'est de contacter des associations d'aide aux animaux qui financent ce genre d'intervention. Qui peuvent financer pour partie, peut-être pas la totalité. Partie ou la totalité, ça se développe de plus en plus, grâce à des dons qui sont faits à certaines associations. Donc ça peut être une solution intéressante, Elodia, si vous souhaitez le faire opérer, parce que à part ce problème de vision, votre petit Jack, il va bien? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ce serait regagner en confort que de lui permettre de voir normalement. Ah bah oui, tout à fait. Là, c'est vrai que comme j'avais expliqué, ce qui me bloque, c'est justement le coût de ça, quoi. Donc après, voilà, si maintenant il y a des associations qui peuvent me permettre de pallier à ça, je vais me renseigner. Oui, renseignez-vous autour de chez vous. Alors, elles vont peut-être pas prendre la totalité de l'opération en charge, parce que forcément, elles sont dans l'obligation de répartir un peu leur budget sur beaucoup de sujets différents. Laurent Boinard, Elodia nous parlait de 1 500 € pour l'opération, et après les frais suite à l'opération et le post-opératoire, c'est compliqué, ça dure longtemps ? Non, pas trop. C'est des gouttes à mettre pendant 2-3 mois et des antibiotiques pendant 1 semaine. D'accord. Donc, en gros, elle sait où elle va financièrement avec le prix de l'opération. Oui. Ça ne va pas l'embarquer dans des frais supplémentaires qui vont durer très longtemps. Non. Bon, écoutez, Elodia, j'espère que vous trouverez le budget pour faire opérer votre petit Jack. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vais regarder à tout ça. Voilà, merci en tout cas pour votre appel. Passez un excellent week-end. Alors, Laurent Boinard, on a vu donc la cataracte, ça c'est vraiment un sujet important qui concerne beaucoup d'animaux. Quelles sont les autres interventions qui peuvent vraiment leur apporter un confort au quotidien par rapport à une vision qui serait diminuée ou altérée ? Alors, il y a les traitements des ulcères qui sont très fréquents, les ulcères qui sont douloureux. C'est lié à quoi d'ailleurs les ulcères? Alors, il y a plein de causes. Une des causes les plus connues, c'est le traumatisme, le choc, avec par exemple une branche d'arbre, un bâton. Ouais. Voilà, un traumatisme peut créer un ulcère. Donc l'ulcère, je rappelle, c'est un trou dans la cornée et que l'on va réparer soit avec des gouttes. Oui. Et lorsque cela ne fonctionne pas avec des gouttes cicatrisantes et antibiotiques, avec une chirurgie. D'accord. Les ulcères, ça c'est vraiment un sujet important. En plus, c'est tellement douloureux qu'il faut vraiment intervenir parce que sinon on a un animal qui est en souffrance. Et qui peut perdre son œil. Bien sûr. Et les autres pathologies fréquentes dans votre clientèle? Alors après les cataractes et les ulcères, il y a les glaucomes, c'est l'augmentation de la tension à l'intérieur de l'œil, comme chez l'homme, qui peut aussi entraîner une perte de la vision et une douleur très forte. Donc là aussi, on a des traitements médicaux avec des gouttes et des traitements chirurgicaux. Les problèmes de rétine, donc dégénérescence de rétine, décollement de rétine, qui entraîne une perte de la vision, là encore comme chez l'homme. D'accord. Donc tout ça, ça nécessite vraiment des examens à approfondir pour déterminer la cause d'un trouble de la vision chez nos chiens et chez nos chats. Voilà, plusieurs examens peuvent être nécessaires, mais souvent une simple consultation, qui dure en moyenne 1 demi-heure, permet quand même de bien débroussailler et de voir quelle est la cause, soit d'une douleur, soit une perte de la vision, soit une rougeur ou un écoulement. Alors vous avez une clinique spécialisée en ophtalmologie à Paris. C'est un établissement tout neuf d'ailleurs, avec du matériel de pointe, ça s'appelle Optavet. Comment on trouve, parce que tous nos auditeurs ne sont pas parisiens, comment on trouve un vétérinaire spécialiste en ophtalmologie autour de chez soi? Déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, on est très peu. Parce que ça ne s'improvise pas, cette discipline. 4-5 en région parisienne. On est très peu, donc on est d'abord vétérinaire et ensuite on se spécialise. Et nous sommes 4-5 sur la région parisienne. Ensuite, la plupart du temps, et sur la France, une vingtaine. Il y a souvent un ophtalmo vétérinaire par grande ville. Oui. Ensuite, les propriétaires auditeurs n'ont pas forcément de démarche à faire, car c'est très souvent, dans 95% des cas, les vétérinaires généralistes qui nous envoient les cas, qui nous envoient les propriétaires dont les animaux nécessitent ce type de soins.
D'accord. Mais après, ils peuvent aussi se renseigner sur Internet. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Boinard. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Mais merci d'être venu nous éclairer. Bon, jeu de mots facile, je vous l'accorde, mais je vous le fais quand même. Sur ce sujet ô combien important. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler de la petite faune sauvage qui est là autour de nous, dans nos jardins, sur nos balcons. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Et oui, nous sommes en direct sur l'antenne de Sud Radio pour parler de vos animaux et de faune sauvage également, puisqu'il sera question d'ici quelques minutes de cette petite faune sauvage qui est là autour de nous, dans nos jardins, sur nos balcons. On verra comment l'attirer autour de nous. Nous avons Maëlle à la réalisation ce matin et Aude au standard qui vous attend. Et d'ailleurs, on va vous offrir des livres, donc n'hésitez pas à composer le 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. On démarre tout de suite cette séquence avec la question veto du jour. Sud Radio Vos Animaux, question veto. Et c'est Bertrand qui est avec nous au standard de Sud Radio. Bonjour Bertrand. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, s'il en est. Ben oui, il en est, tout à fait. Il en est, bon. On vous écoute Bertrand. Oui, je suis un habiteur et parfois je me fais nommer David, mais mon prénom c'est Bertrand. Ah ben écoutez, très bien. Bon. Ce matin, nous vous appellerons donc Bertrand et un autre jour, nous pourrons vous appeler David. C'est à votre guise. Ma question c'était pour le vétérinaire à propos de la canicule que moi personnellement je supporte très mal à mon âge. Quel âge avez-vous ? 77 ans au mois d'août. D'accord. En plus de ça, je suis pris de... Bon, enfin, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des animaux. Je me posais la question, on a un mâle chat et une femelle. Oui. Tous les deux opérés, la femelle est bien plus jeune que le mâle. Et je me demandais s'il y avait des précautions à prendre avec ces températures. Ah, eh ben écoutez, alors on y a en partie répondu tout à l'heure, mais... Oui, je veux à nouveau en reparler avec le docteur Laurent Boinard, puisqu'il est toujours évidemment à nos côtés dans le studio de Sud Radio. Laurent, les précautions, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment mettre au maximum nos animaux à l'abri de ces fortes chaleurs, y compris les chats qu'on peut imaginer plus résistants, mais ils ne le sont pas forcément. Un petit peu plus quand même. Oui. Mais enfin là, 40 degrés. Vous nous appelez d'où, Bertrand ? De Bordeaux. De Bordeaux. Donc Bordeaux, je crois que ça va faire partie vraiment des villes les plus chaudes de France aujourd'hui. Le thermomètre va friser les 40 degrés. 42 même. 42, oh là mon Dieu. Alors donc on les met à l'abri, hein, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure Laurent. Voilà, les mettre à l'abri, bien laisser toujours de l'eau fraîche à disposition, même mettre des fontaines, hein, ça existe, pour délivrer de l'eau. Ne pas hésiter à les mouiller si il fait vraiment très chaud en pleine journée et qu'ils ont été un petit peu dehors et qu'ils reviennent en haletant. Le fait de halter est un signe d'augmentation de leur surtout température chez le chat, corporelle. hein, c'est vraiment pas un signe très positif en fait. Hein. Ouais. Plus chez le chat qui est plus résistant. Ouais. Et voilà, ne pas hésiter à les mouiller et surtout les chiens, bien les mouiller comme pour nous. Hein, ouais. En fait, c'est les mêmes. Et sur les chats de Bertrand, on peut même se dire qu'on utilise une serviette de toilette que vous trempez dans de l'eau froide, vous l'essorez et puis vous pouvez les rafraîchir de cette manière-là. Quand Laurent Boinard nous expliquait les mouiller, oui, mais alors on prend pas forcément non plus le bain d'eau glacée, hein, parce que là on tombe dans le choc thermique, donc on fait les choses avec modération. Mais finalement, les consignes pour nos animaux avec ces fortes chaleurs sont les mêmes que pour nous. On se met à l'abri, on attend que ça passe, on fait le moins d'efforts possible et on s'hydrate et on trouve un petit ventilateur aussi pour nous faire du bien. Voilà Bertrand, merci beaucoup de votre intervention. Allez, passez un bon week-end à l'abri de cette grosse chaleur. Tout de suite, c'est notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et nous sommes en compagnie de Gilles Leblé. Bonjour Gilles. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Gilles, vous êtes naturaliste, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Et avec vous, on va découvrir comment accueillir ce qu'on appelle la petite faune sauvage. Vous allez nous expliquer de qui il s'agit dans nos jardins ou même sur nos balcons peut-être. D'abord, de qui parle-t-on quand on parle de petite faune sauvage ?
On va dire que c'est la nature de proximité, celle qu'on va trouver autour de nous, autour de chez soi, au pas de nos portes. Alors, c'est-à-dire, ce sont les petits oiseaux Alors, il y a beaucoup de choses. Ça va des insectes aux araignées, en passant aux oiseaux, les petits mammifères, toute cette petite faune, comme l'écureuil, comme le loir, comme le laireau, par exemple, chez les mammifères, ou comme de nombreux oiseaux, notamment dans les jardins, comme les mésanges, le rouge-gorge, etc., le merle noir. Tous ces oiseaux présents autour de nous, cette faune, en fait, hein, du plus petit au plus gros, parce qu'on peut même avoir des fouines, on peut même avoir des fois des renards qui sont de passage, ou si on est un peu plus près de la campagne, un chevreuil par exemple. Donc il y a plein de choses qu'on peut voir. C'est le sauvage au pas de nos portes en fait. Et alors quel est l'intérêt de transformer son jardin, son petit espace vert en terre d'accueil pour cette faune sauvage ? Je crois que c'est justement l'intérêt, nous qui nous sommes en tant qu'humains coupés justement de ce sauvage en fait. Hein. On a besoin de ce sauvage, on en fait partie, hein. On est une espèce parmi les autres et quelque part le jardin a toujours été pour moi comme un trait d'union entre la maison des hommes et les grandes étendues qui l'entourent. Donc cette faune, cette biodiversité au niveau de la faune qu'il va y avoir autour de nous, eh bien on peut l'attirer dans son jardin et vivre en harmonie avec elle. C'est donc créer un espace de nature comme une réserve naturelle en fait, ou un petit parc national au pas de sa porte. C'est joli comme formule, comme image. C'est tout à fait ça, et en fait c'est quelque chose de... c'est s'émerveiller en fait, s'émerveiller de choses. On a souvent l'extraordinaire dans l'ordinaire en fait, et donc pourquoi aller voir des ours ou des choses comme ça, c'est intéressant, mais on peut également s'émerveiller au pas de nos portes. Bien et sûr. À partir du moment où on s'émerveille, eh bien on va apprendre à connaître, à comprendre, et à partir du moment où on fait ça, on aime, et quand on aime, on protège. Vous pouvez nous parler, Gilles, de votre propre expérience d'observateur de cette vie sauvage. D'où vous vient cette passion ? Je pense que elle est en moi depuis que je suis tout petit. Et puis dès l'adolescence et dès mes 18 ans, en fait, ça fait 43 ans que j'observe la nature assidûment, tous les jours. Il n'y a pas une fois, pas une journée où je m'émerveille pas de quelque chose, que ce soit dans mon jardin ou ailleurs. Je crois que j'ai gardé mon âme d'enfant, en fait, pour pouvoir m'émerveiller sur les choses au quotidien. Et comment on fait pour justement ne pas passer à côté ? Eh bien, c'est observer, c'est être en contact avec cette nature, en fait. Il y en a qui disent avoir les mains dans la terre, mais c'est pas seulement les mains dans la terre, c'est avoir le cœur, l'âme, le corps en harmonie avec cette nature, c'est-à-dire savoir l'écouter, la comprendre, la connaître pour mieux l'aimer. C'est vraiment une histoire de... réceptif, c'est avoir ses sens en éveil, comment percevoir une odeur, toucher une feuille d'arbre, écouter le chant d'un oiseau, le cri d'une cigale, enfin c'est plein de choses qui sont en fait des petites merveilles, qui sont des petits bonheurs qui mis bout à bout sont peut-être le bonheur idéal. Donc c'est en fait l'art de l'émerveillement, c'est quand même... S'émerveiller, c'est... on peut dire que l'émerveillement, c'est le premier pas vers la connaissance. En fait. Vous avez publié de nombreux ouvrages, Gilles Leblay, et vous nous faites le plaisir de nous offrir ce matin 10 ouvrages destinés à nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. 10 ouvrages intitulés Branchage et bois morts au jardin. C'est aux éditions Terre Vivante. Garder des bois morts, garder des branchages dans son jardin, c'est aussi une manière d'accueillir justement toute cette petite faune sauvage. Tout à fait. Et puis la tendance actuelle, les modifications climatiques, le réchauffement, plein de choses. En fait, tout ce qui tombe de l'arbre revient à l'arbre et va favoriser une riche et extraordinaire biodiversité. Donc plutôt que d'emmener ces déchets verts, ces tailles d'arbres et arbustes,
à la déchetterie, eh bien on peut les garder dans son jardin. Ça peut faire des paillages extraordinaires, ça va attirer une faune également étonnante, parfois surprenante, et qui va être d'une utilité puisque, comme j'ai dit, tout ce qui tombe de l'arbre revient à l'arbre, ça va créer un humus. Alors, dans son jardin, moi j'ai mis en place des tas de choses, ça peut être un simple tas de branchages empilés d'1 mètre par 1 mètre qu'on approvisionne régulièrement d'année en année et tout, et qui va accueillir le hérisson par exemple. Ou la musaraigne, sa petite cousine, et il y en a plusieurs espèces, notamment dans les jardins. Le lézard vert, des oiseaux comme le rouge-gorge qui sera capable de nicher dans l'entrelacs des branchages empilés, ou le troglodyte mignon, ou encore la senteur mouchet. Tous ces petits oiseaux qui sont autour de nous. La quoi, vous avez dit, la senteur? La senteur mouchet, A-2-C-E-N-T-E. C'est un petit oiseau qui est très discret, avec un plumage que je trouve très joli, dans les mordorés bruns et grisâtres en fait, et qui passe très facilement inaperçu. Ces 3 oiseaux que j'ai dit, que ce soit la senteur, le rouge-gorge et le troglodyte, ont des chants, on peut dire qu'ils se ressemblent, mais pas avec la même intensité et la même tonalité en fait. Et donc ils sont autour de nous. Le plus connu, c'est le rouge-gorge. Le troglodyte, que beaucoup de gens appellent le roitelet, mais qui n'est pas le roitelet, est un grand chanteur qu'on peut entendre jusqu'à 500 mètres, voire plus loin, jusqu'à 1 kilomètre quand on est dans de bonnes conditions. Et tous ont besoin de rechercher notamment les bordures, les lisières de haies, de bois et de forêts. Ils sont vraiment inféodés à ce milieu. Donc si on arbore, plus son jardin sera arboré, plus il sera riche de biodiversité. Si en plus on garde le bois mort et on fait des tas de branchages un peu partout, on va attirer cette faune. Et on peut discipliner de façon à faire des choses jolies jusque dans le jardin, ne serait-ce que des... Moi je mets en place ce que j'appelle des murets de branchage, en fait, où à partir de saules, que ce soit des saules osiers, donc qui servent pour faire des paniers, etc., ou du saule marceau, par exemple, une espèce sauvage. Voilà, vous êtes sur des jolis murets de branchage. C'est pas un amoncellement... On tresse, on fait des choses, mais à l'intérieur de ces murets, eh bien, on va mettre toutes nos tailles, toutes nos bois morts, etc. On les empile, et ce qui n'empêche pas même par la suite d'en faire même des planches de culture pour le potager. Moi j'ai mis mon jardin potager sous haute protection grâce à ces murets de branchage, ce qui me permet d'avoir des insectes comme les carabes notamment, qui sont des gros mangeurs d'œufs et de larves de limaces dès le début du printemps, quand ils sortent de leur léthargie où ils se sont cachés, on va dire, pendant l'hiver, et notamment dans les tas de bois. Donc ça va avoir plein d'intérêts en fait. Je pense que on est aujourd'hui à un tournant pour l'être humain. S'il arrive à prendre ce virage, ça va être quelque chose d'étonnant, parce qu'on va se reconnecter à ce sauvage qui est jusqu'au pas de nos portes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos auditeurs qui, en vous écoutant, se disent oui, j'aimerais faire ça, mais en fait je sais pas comment m'y prendre, tout simplement. Voilà. Mais c'est entre autres pour ça que j'écris des livres, pour redonner aux gens envie avec des choses simples à mettre en place chez eux. Et puis c'est surtout s'accorder du temps. Je pense que c'est s'accorder du temps, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes dans la journée, où je vais dans mon jardin, où je vais à l'orée du bois, ou au bord du champ à côté de chez moi. Et là je m'arrête, et je respire, je regarde, et j'admire. C'est tout, simplement. Et ça fait reconnecter nos sens à quelque chose de vrai, c'est-à-dire à nos origines de chasseurs-cueilleurs, où on était en osmose, en lien profond avec cette nature qui nous entoure. Alors j'imagine que pour vous, Gilles, les jardins hyper bien tondus, avec rien qui dépasse, les monocultures, monoespèces, je ne sais pas comment il faut dire, pour vous c'est une aberration. C'est une aberration, et je le vois même avec des voisins autour de chez moi, pas plus tard qu'il y a 2 jours, couper un vieil arbre mort, qui n'était même pas mort d'ailleurs, qui était sénescent seulement, mais qui, voilà, parce qu'ils ont peur que ça tombe sur la route, alors qu'on est assuré s'il y a un arbre qui tombe sur la route. Enfin, il faut quand même éviter d'écraser quelqu'un. Oui, même mais si on va dire, on va pas le tronçonner, surtout à cette période, alors qu'il y avait un piquet-pêche qui nichait dedans et que ça abritait des chauves-souris, par exemple. Il faut quand même avoir un degré, mais on a beau l'expliquer, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est dommage. C'est dommage, comme tondre, trop tondre. Moi,
depuis le début de la saison, j'ai tondu une fois. Sachant qu'il y a y avoir une période avec des canicules et tout, eh bien, il faut laisser cette strate herbacée avec cette herbe haute, puisque c'est elle qui va emmagasiner de la fraîcheur et qui va permettre à certains arbres et arbustes de continuer à respirer et de lutter, puisque le sol sera moins sec grâce à l'humidité que les herbes vont prendre pendant la nuit. Donc il y a plein de choses qui sont vraiment simples et d'une logique fondamentale dans les lois de la nature. Mais malheureusement, il faut réapprendre tout ça, parce qu'on a perdu ces réflexes-là. Voilà, c'est tout à fait ça. Depuis plusieurs générations, je crois. Oui, et donc d'où l'intérêt de s'émerveiller, d'observer, de reprendre goût à être en contact avec la nature, mais pas pour discuter avec son ami dans la nature, ça peut servir aussi, mais prendre un temps à un moment pour vraiment l'apprécier, l'observer, la contempler. S'émerveiller en fait, hein, c'est un regard d'enfant, quoi. S'émerveiller à ça, ça peut être une fleur, un oiseau qui passe, un insecte qui traverse le chemin. Il y a plein de choses qui sont tout à quelque chose qui nous reconnecte au vivant en fait, et on en fait partie, on est une espèce parmi les autres. Bien sûr. Quelques mots, Gilles, concernant la canicule. Quel impact sur cette petite faune sauvage qui nous entoure ? Eh bien, elle est comme nous. Certains vont souffrir, notamment les oiseaux. Donc, l'intérêt, notamment dans un jardin, c'est de créer une petite mare naturelle. Alors, quand je dis mare, c'est pas un bassin à poissons, etc. C'est vraiment une petite mare naturelle ou une petite excavation. Et attendez, alors comment, excusez-moi, là, on va être pratico-pratique. Comment on crée une mare naturelle ? Est-ce qu'il faut, on terrasse, on met une bâche pour retenir l'eau ou parce que... Oui, alors si on a une terre argileuse, forcément l'argile va retenir. Oui, mais tout le monde n'a pas une terre argileuse. Mais tout le monde n'a pas une terre argileuse. Donc l'idéal, c'est d'acheter ce qu'on appelle un liner, c'est-à-dire une bâche. C'est ça vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça. Et aujourd'hui, de toute façon, même en réponse écologique pour les plus extrémistes, la bâche, on va dire, qui est utilisée aujourd'hui pour ce genre de fonction, c'est le PDM. PDM, c'est un caoutchouc en fait. Donc il est entièrement recyclable. Il existe en plusieurs épaisseurs, en plusieurs largeurs. Hein, et donc, pour retenir l'eau, il suffit de faire un trou, mais l'aménager de façon à avoir des berges en pente douce ou en espalier, hein, comme des petites marches. Et puis, une fois qu'on a fait son trou, qu'on a aménagé ses berges, eh bien, on met ce liner. Hein. Je résume, hein, mais il y a des étapes, mais voilà. J'ai écrit d'ailleurs 2 livres sur le sujet. Et puis, on met cette bâche, on la laisse se remplir d'eau. Alors, ça peut être par de la réserve d'eau qu'on a fait par les pentes du toit, mais ça peut être également directement après un orage ou après des pluies battantes. Alors, c'est pas le cas en ce moment, mais donc on prévoit à l'avance. Et puis, l'eau naturelle va remplir au fur et à mesure ce bassin. Quand cette mare naturelle, quand l'eau est arrivée au plus haut niveau, là on peut commencer à aménager ses berges, c'est-à-dire mettre des cailloux, un vieux morceau de bois mort, une vieille souche, etc., qu'on peut avoir récupéré dans son jardin, et donc créer un décor comme on voit dans la nature sur le bord d'une rivière, d'un étang, puisqu'une mare naturelle, c'est ni plus ni moins un mini-étang en miniature, sans les poissons. Et j'insiste bien là-dessus. Eh bien, merci beaucoup Gilles Leblé. C'est passionnant. J'aurais aimé avoir encore plus d'explications pour la création de ces mares, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci à vous pour votre intervention et pour votre passion que vous êtes venu partager aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. À nouveau, une courte pause et juste après, on va vous raconter une très jolie histoire. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et avant de débuter, c'est votre histoire, on va donner la parole à Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Eh bien Elisabeth, vous faites partie des auditeurs qui ont gagné un très bel ouvrage ce matin, l'ouvrage de Gilles Leblé, Branchage et bois mort au jardin, aux éditions Terre Vivante. Vous allez essayer d'aménager un jardin accueillant pour la petite faune ? Nous faisons déjà des choses pendant l'hiver. Nous donnons à manger aux oiseaux tout l'hiver pour les préparer au printemps pour qu'ils puissent devenir de beaux parents. Et c'est ce qui se passe avec les mésanges, les tourterelles et plein d'autres. Eh bien, c'est formidable. N'oubliez pas de donner vos coordonnées au standard, mais je pense que Aude a déjà tout noté pour qu'on vous envoie votre ouvrage. Merci Elisabeth.
Merci à vous, bonne journée. Très bonne journée à vous. Allez, tout de suite, c'est votre histoire, une belle histoire ce matin. Nous avons Jean-Louis avec nous. Bonjour Jean-Louis. Est-ce que Jean-Louis est avec nous ? Normalement oui, Maëlle me fait signe que Jean-Louis est bien là pour nous raconter l'histoire d'Obi. Obi qui est son chien. Ah ben nous avons perdu Jean-Louis. Nous allons essayer de le retrouver. Écoutez, en attendant, on va revenir avec Laurent Boina qui est notre vétérinaire spécialiste en ophtalmologie. Laurent, vous me disiez qu'en écoutant Gilles Leblé, vous trouviez que finalement c'est assez passionnant de se reconnecter à cette nature et de faire en sorte de lui laisser une place dans notre environnement, de ne pas vouloir tout structurer. Oui, parce que c'est vrai qu'il disait des choses simple mais tellement évidente, et voilà, je trouvais que c'était passionnant et on sent qu'il est passionné. Vous sentez aussi de la part de vos propriétaires d'animaux de compagnie cette volonté de se raccorder davantage à la nature, et peut-être que l'animal de compagnie qui vit à côté de nous est un lien pour justement être plus sensible à l'environnement? Oui, on le ressent vraiment, et encore plus depuis le Covid. Avec les différents confinements, on sent qu'il y a eu un lien qui s'est encore plus développé avec l'animal. Oui. Merci pour vos réactions, et grâce à vous, ça m'a donné le temps de retrouver Jean-Louis, notre invité suivant, et le propriétaire d'un chien qui s'appelle Obi. Bonjour Jean-Louis. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous Jean-Louis. J'étais un petit peu inquiète parce qu'on vous avait perdu, vous êtes par téléphone. Jean-Louis, vous avez un chien donc, qui est prénommé Obi. C'est un chien de race Lagotto Romagnolo. C'est bien ça? C'est ça. Alors, bien ça, oui. Moi, je connais bien cette race de chiens et je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont à la fois attachants, ils ont une bouille excellente. Mais pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément cette race, est-ce que vous pouvez nous expliquer ses caractéristiques? Alors donc au départ c'est un chien d'eau de la région de Romagne, d'où le nom Romagnolo. En Italie. Et en Italie, oui. Et donc ensuite, on a fait une sélection pour ce qui est. Ah, la connexion avec vous, malheureusement, Jean-Louis, est très mauvaise ce matin. C'est dommage parce que on avait envie de vous donner la parole dans C'est votre histoire, mais je crois que là, vu la connexion, ça va pas être possible. Alors, très brièvement, je raconte quand même votre histoire. Votre chien, Obi, a été égaré. Une tragédie que risquent de connaître un certain nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, notamment en période de vacances. Donc surtout, pensez à les identifier correctement, à mettre à jour leurs coordonnées dans le fichier national d'identification, parce que s'ils ont une puce électronique, mais que le fichier n'est pas à jour, ça ne sert strictement à rien. Et puis, pensez à les garder sous surveillance si vous les emmenez sur votre lieu de vacances. Alors, Obi avait disparu. Il a disparu pendant 3 mois. Et grâce à une formidable chaîne de solidarité, vous avez réussi à le retrouver, Jean-Louis. C'est vraiment regrettable que la liaison soit très mauvaise ce matin, parce que j'aurais beaucoup aimé que vous nous expliquiez de quelle manière vous l'avez retrouvé. Mais je vais juste donner quelques pistes et j'espère qu'on pourra vous avoir dans une prochaine émission. Grâce à des associations, Obi a été retrouvé, il a été identifié, vous avez été contacté 3 mois après. Ça prouve une chose, c'est qu'il ne faut vraiment pas désespérer lorsque l'on perd son animal. Il faut lancer tous les systèmes de recherche possibles, faire appel aux associations, contacter les fourrières, contacter les commissariats, contacter les vétérinaires, aller évidemment voir les refuges, et puis persister, mettre des petites annonces, faire appel aux réseaux sociaux, et à un moment donné, on peut avoir la chance de retrouver son animal, même 3 mois après, comme c'est votre cas. Voilà, je ne peux pas vous raconter plus longuement cette histoire, mais en tout cas, on essaiera de retrouver Jean-Louis pour une prochaine émission. Quant à moi, écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès samedi prochain. Merci beaucoup pour votre fidélité à Sud Radio. Je vous dis rendez-vous samedi prochain à 10h. Ciao à tous. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans. La financiarisation